Bonjour. Pour ceux qui nous ont déjà rendu visite sur la chaîne YouTube de l'association Le Deux Ponts de l'Eure, vous reconnaissez le cockpit de cet avion, un Breguet de pont. Plus exactement, de son vrai nom, un Breguet 765 Sahara qui porte le numéro 501. Pour moi, l'histoire des Breguets de pont, au travers leurs différentes versions, marque la transition entre ce que l'on appelait autrefois la locomotion aérienne et l'aviation commerciale telle qu'on peut la connaître aujourd'hui. Cette saga, car cette histoire est avant tout celle d'une famille d'avions, qui commence avec un arrière-grand-père, l'hydravion Breguet 730, un grand-père, le prototype Breguet 761, des parents, les Breguet 761S, et enfin des enfants, les Breguet 763 Provence d'Air France et les Breguet 765 Sahara de l'armée de l'air. Et l'on peut ajouter à cette liste un oncle, le Breguet 764 de lutte anti-sous-marine, mais qui malheureusement n'a pas survécu. Tous ces avions sont nés de l'imagination et surtout de la volonté d'un grand constructeur aéronautique français, un visionnaire qui a marqué toute une époque, M. Louis Breguet. Et pour parler de Louis Breguet, exprimer sa vision du transport aérien qui a conduit à la construction des deux ponts, qui mieux que son petit-fils, M. Emmanuel Breguet, historien, qui a écrit plusieurs ouvrages, et notamment bien sûr sur les avions Breguet. L'œuvre de Louis Breguet est très vaste. Comme on le sait, il démarre vers 1907. Il va passer quelque temps à essayer de faire voler des gyroplanes, ancêtres de l'hélicoptère, mais il comprendra que c'est trop tôt et que c'est pas le moment. Et il va rejoindre ses camarades pionniers de l'aviation et faire des avions plus classiques. Tout ça dans la période, évidemment, avant la guerre de 1914. On a un fait significatif, je trouve très, très symbolique, c'est ce vol dans la campagne douaisienne, car Louis Breguet était à Douai, dans le Nord à l'époque. On voit ce biplan, on voit ce décollage extraordinaire où il y a 11 personnes à bord de ce biplan, et nous sommes en mars 1911. Et on peut vraiment considérer que cette image, ce fait, ce vol, est un symbole de la volonté de Louis Breguet de faire aimer l'aviation, de la faire partager et d'emmener le plus de monde possible dans cette aventure. Dès la fin de la guerre, dès janvier 1919, il y aura un phénomène très intéressant, c'est que Louis Breguet fondera la compagnie des messageries aériennes, une des toutes premières compagnies aériennes au monde, et tout en restant bien sûr un fournisseur des forces armées, il va se consacrer au maximum à la naissance véritable de l'aviation civile à travers des compagnies aériennes. Donc la sienne, sa toute première, c'est la compagnie des messageries aériennes. Ensuite, il va en racheter d'autres et il va constituer un petit groupe auquel il va donner le nom d'Air Union, dont il restera toujours le président. Et Air Union sera une des compagnies qui vont constituer Air France en 1933, et Air Union sera le plus gros morceau en termes de nombre de passagers transportés, de kilomètres parcourus, du nouvel ensemble qui s'appelle Air France. Dans les premières études, les premiers dessins, les premiers plans que l'on trouve de 1936-1937, avec ces fameux 2 étages, on voit bien que Louis Breguet envisage de multiples usages. Non seulement le transport de passagers, mais le transport de tout un tas de choses, le transport de toutes les marchandises possibles, et puis aussi une utilisation mixte, c'est à la fois des passagers et autre chose que des passagers, et du fret. Car Louis Breguet a toujours une obsession en tête quand il parle d'aviation civile, c'est l'économie. Il veut que l'aviation soit accessible. Et quand on veut résumer sa pensée sur sa vision des passagers, il dit toujours « il faut que ce soit abordable ». Et même en 1943, dans une célèbre conférence, il aura cette formule qui est très, très importante et qui fait sourire aujourd'hui. Il disait « les gens prendront l'avion
quand un billet d'avion sera au prix d'un billet de chemin de fer de 3e classe. Alors tous les projets d'aviation civile, ces projets ambitieux donc de l'avant-guerre, vont être mis de côté évidemment par la montée des périls et le fait que les ateliers Breguet doivent se consacrer à partir de 1938 totalement à la production d'un avion bombardement au sol qui s'appelle le 690 et dérivé. Et bien sûr, la guerre ne permettra pas à ce projet d'aviation de transport d'aboutir. Il faudra attendre la fin de la guerre et la remise en état, je dirais, des usines différentes de Louis Breguet qui avaient été bombardées pour que ce qu'on va appeler le Deux Ponts, même si ce nom n'a jamais été un nom officiel, c'est quand même un nom officieux qui va rester dans la mémoire collective, que ce Deux Ponts, justement, soit en état de voler. Et il va faire son premier vol en février 1949 avec le chef pilote de la société Breguet, Yves Bruneau. Et ce vol, c'est un décollage de Villacoublay et jusqu'à Melun-Villaroche. C'est pas un très long voyage. Et en fait, tout s'est bien passé. L'avion, évidemment, avait besoin de réglages. Il était un peu sous-motorisé. Il va y avoir des choses qui vont changer par la suite. Mais l'avion intéresse deux clients importants. L'armée de l'air, qui a besoin d'un avion de cargo ambitieux, et beaucoup plus gros que ce qu'il peut avoir, y compris dans les surplus américains, et Air France. Et Air France, évidemment, c'est un débouché, et pour Breguet, ce serait un couronnement d'équiper la compagnie Air France, dont Louis Breguet avait été, quelques années plus tôt, un des cofondateurs. Le Breguet de Pont, parce que c'est comme ça qu'on l'appelle, va connaître en fait trois versions, si on peut dire. Il y a la pré-série, il y a le Breguet 761. Ensuite, il y a le 763 qui va rejoindre Air France, qui va en avoir jusqu'à 12 exemplaires. Et Air France va être très heureux de l'usage de cet avion, qui va se révéler effectivement un avion très fiable, et un avion qui est surtout totalement conforme à ce que Louis Breguet avait promis, c'est-à-dire un avion économique. C'était pas un avion très luxueux, mais il y avait quand même un pont supérieur qui était tout à fait confortable, et il y avait le pont inférieur qui était moins luxueux, mais qui permettait, encore une fois, selon les souhaits de Breguet et sa doctrine et la concrétisation de ses calculs, qui étaient économiques et qui permettaient à tout un chacun de prendre l'avion. Ensuite, l'armée de l'air, finalement, reçoit le Breguet 765, et au fur et à mesure que Air France va se dessaisir de certains de ses appareils au profit d'appareils plus modernes, en particulier de la Caravelle, des choses comme ça, l'armée de l'air va chercher à récupérer les appareils d'Air France, parce que pour l'armée de l'air, c'est l'appareil de rêve qui permet vraiment de tout faire. L'avion va participer au pont aérien de Berlin. L'avion va être mis à toutes les sauces lors des événements d'Algérie. Et l'avion, également pour la base d'essais nucléaires qui était dans le Sahara à l'époque, à Reagan, le Deux Ponts rend d'innombrables services et vraiment est la machine à tout faire, à un point même qu'on n'avait pas imaginé. Donc Louis Breguet meurt en 1955, au moment... Il ne voit donc pas toute la carrière du Breguet de Pont, il décède même, je dirais, au début de la carrière opérationnelle des Breguet de Pont, à la fois au sein de l'armée de l'air et au sein d'Air France. Il aurait certainement été très heureux de la longue carrière et de la longue appréciation qu'a eu cet avion, encore une fois, qui a donné toute satisfaction et à l'armée de l'air et à Air France. C'est un avion, même s'il n'a pas été produit un très grand nombre d'exemplaires, qui a beaucoup marqué les esprits. Quand on consulte la presse de l'époque, c'est un avion qui est... on parle beaucoup de cet avion.
Et tous les gens qui l'ont pris en parlent encore, les témoins qui sont encore là pour le dire, en parlent volontiers, parce que c'est un avion qui n'était pas ordinaire. Vraiment, tous les gens qui sont montés dans ce Breguet de Pont en ont gardé un souvenir très vif. Alors, concernant le Breguet de Pont, j'ai une anecdote qui me tient à cœur pour plusieurs raisons. Je partais chanter à Alger avec Jacques Brel et les billets, c'était 2 billets du Breguet de Pont de l'époque. On était en 1960. On est monté dedans à Orly. En montant dedans, je me souviens avoir pris le petit escalier parce qu'on nous avait mis au premier étage de l'avion. Et je me souviens que pendant le vol, Jacques avait demandé à l'hôtesse de l'air s'il pouvait aller dans la cabine de pilotage parce que ça l'intéressait de voir. Gentiment, elle a d'abord été demandée aux 2 pilotes si c'était possible. Ils nous ont dit que oui, qu'on pouvait venir. Et c'était extraordinaire parce que on voyait bien que ce n'était pas n'importe quel avion. Il y avait des compteurs partout, c'était formidable. Et quand je revoyais Jacques Brel, c'est drôle parce qu'on reparlait toujours de ce voyage dans le Breguet de Pont. Cet avion, moi, il m'a marqué. Il m'a marqué beaucoup. Et je pense que dans l'histoire de l'aviation, il va rester un peu comme est resté le Concorde dans le cœur des gens qui ont eu la chance de le prendre, comme moi. Et évidemment, j'ai pris souvent d'autres avions, mais je me souviens surtout de mes 2 voyages dans le Concorde. Et je me souviens aussi de ce voyage formidable que j'ai fait avec Jacques Brel dans le Breguet de Pont pour me rendre à Alger pour aller chanter, comme vous le savez. Pour vous présenter la saga des Breguet de Pont, je vais commencer par celui que j'appelle l'arrière-grand-père, l'hydravion Breguet 730. Tout débute au printemps 1935, quand Louis Breguet répondit à l'état-major de la Marine nationale, qui avait établi une fiche programme relative au développement et à la construction d'un hydravion d'exploration maritime lointaine. Le prototype de l'hydravion Breguet 730 réalisa son premier vol le 4 avril 1938 depuis les installations normandes de l'avionneur au Havre. Mais la guerre mit un terme au développement de cet appareil, dont seulement 2 exemplaires furent construits. Il est à noter quand même qu'il y eut une suite, car en 1946, 2 avions modifiés, nommés Breguet 731, virent le jour. Comme vous pouvez le voir sur ces photos, la principale différence entre les deux étant un nez totalement reconfiguré. En 1946, le gouvernement exprime un besoin d'avions cargo lourds que la France n'a pas. Sous le marché numéro 5195, les services officiels de l'État lancent un appel d'offres pour un aéronef de transport mixte capable d'opérer sur des étapes de 2000 km et d'emporter des charges encombrantes. Louis Breguet répond en proposant un aéronef à 2 étages, reprenant les ailes et la dérive de son hydravion Breguet 730. En 1947, il annonce à la presse la construction de son nouvel appareil, le Breguet 761, en mettant l'accent sur sa facilité de chargement et de déchargement, mais surtout sur le faible coût d'exploitation de l'avion, compte tenu de la modularité de ses 2 ponts. Le premier vol du Breguet 761 est effectué le 15 février 1949, avec aux commandes le chef pilote d'essai de la société, Yves Bruneau. L'appareil donne satisfaction, mais plusieurs modifications sont rapidement apportées, comme la refonte de l'empennage arrière, avec l'adjonction d'une dérive centrale et une redéfinition des 2 dérives latérales. À la fin des années 40, la Marine nationale élabora un programme d'avions de lutte anti-sous-marine lourds destiné à remplacer les Sunderland et les Wellington alors en service. On demandait un appareil capable de voler pendant 24 heures et de transporter un considérable armement offensif et défensif. Louis Breguet s'engaga sur ce marché et produisit, sur la base du prototype Breguet 761, une maquette d'un avion baptisé 764. Celui-ci pouvait emporter un équipage de 15 hommes au pont supérieur et du matériel de détection et de l'armement offensif au pont inférieur,
était équipé de 2 tourelles dorsales bitubes de 20 mm et une tourelle télécommandée quadruple dans la queue de l'avion. Le premier vol de l'avion, hérissé d'antennes de tout type, de radomes factices et de tourelles, eut lieu en 1951. Malheureusement, la marine trouva le projet trop onéreux et l'abandonna au profit des Lockheed Neptune livrés par les Américains dans le cadre de l'aide militaire. Ainsi s'acheva la carrière du Breguet 764, ex-761, qui fut ferraillé à Villacoublay. Il est maintenant temps que je vous parle des enfants de cette saga, les Breguet 763 et Breguet 765, qui d'ailleurs se ressemblaient beaucoup. Commençons donc par le Breguet 763, baptisé du beau nom de Provence. Comme je viens d'en parler, la société Air France avait évalué un des Breguet 761S sans donner de suite. Mais en 1951, ses besoins ayant évolué, elle se montre intéressée par un tel type d'avion, capable d'emporter à la fois des passagers et du fret volumineux et lourd. Mais la compagnie demande beaucoup de modifications pour ce nouvel appareil, notamment une nouvelle dérive centrale, d'importantes modifications structurelles et surtout des moteurs plus puissants, les Pratt & Whitney R2800 CB16 de 2400 chevaux. 12 avions sont commandés et la mise en ligne de l'avion par la compagnie Air France sera effective le 27 février 1953. Il est à noter que la société Breguet utilisa un des Breguet 763 pour une tournée promotionnelle en Amérique du Sud. On le voit sur ses photos en Colombie et à Rio de Janeiro. La production des Breguet 763 était répartie entre les usines de Biarritz-Anglette pour les empennages et les ailes, Toulouse-Montaudran pour le fuselage avant et les plans centraux, et Vélizy-Villacoublay pour le reste de l'avion et son assemblage final. Les avions étaient aménagés pour le transport de 107 passagers, 59 au pont supérieur et 48 au pont inférieur. Ils furent utilisés dans leur version mixte, c'est-à-dire passagers au pont supérieur et fret ou véhicules au pont inférieur. Les appareils furent exploités par la compagnie nationale, principalement entre l'Algérie et la métropole, et sur le réseau intérieur algérien. La base d'entretien des appareils étant le centre de révision Air France à Alger-Maison-Blanche. Accepté tout d'abord par Air France avec un peu de réticence, le Provence se révèle en fin de compte très utile et apprécié sur le plan opérationnel par cet équipage. Il contribue notamment à la mise en exploitation des champs pétrolifères du Sahara. Sa robustesse lui permet de se poser sur des terrains sommaires et d'embarquer des charges lourdes et volumineuses. Il prendra le surnom de « camion de l'air ». Mais les temps changent. Depuis 1959, la Caravelle est arrivée dans la compagnie nationale, les accords d'Évian en 1962 mettent fin à la guerre d'Algérie, et le trafic méditerranéen diminue fortement. En 1964, Air France décida de vendre une partie de sa flotte de 2 ponts. Sur les 12 appareils en service, elle en gardera 6 qui seront transformés en une nouvelle version baptisée Cargo Universel, avec notamment l'installation d'un ascenseur intérieur et d'un radar météo dans le nez de l'avion. Le dernier vol d'un Provence d'Air France eut lieu le 31 mars 1971. Le Sierra Novembre, en provenance de Londres, se posa à Orly. Après plus de 18 ans de bons et loyaux services, une page se tournait. Les 6 autres appareils furent vendus à l'armée de l'air pour rejoindre le centre d'expérimentation nucléaire en Polynésie française. Les 2 premiers appareils quittent le Bourget le 25 juin 1964 et par la route des Indes se posent à Tahiti le 6 juillet. Le 3e arrive à Papeete le jour de Noël 64, où il est accueilli dans la plus pure tradition polynésienne. Ces 6 appareils livrés au GAM 82 convenaient parfaitement à la mission de transport vers les centres d'expérimentation, alors en cours de construction à Mururoa et Fangatofa. Entre 1964 et 1972, durant les 8 années où ils servirent au GAM 82, les Breguet de pont totalisèrent un total de 23 000 heures de vol, transportèrent 167 000 passagers et 28 700 tonnes de fret. À partir de 1955, les événements d'Algérie, et surtout la prochaine installation du centre d'essai nucléaire de Reagan, vont conduire le commandement à l'achat de nouveaux avions gros porteurs. Les Breguet 761S, déjà en service, étaient bien adaptés comme moyen courrier vers l'Algérie, et leurs 2 étages étaient très appréciés pour la modularité de chargement qu'ils offraient.
C'est sur la base du Breguet 763 d'Air France, beaucoup plus moderne et puissant, que fut développé le nouveau programme des Breguet 765, c'est-à-dire un Breguet 763 militarisé avec des bidons de boudelle pour augmenter l'autonomie de l'appareil. L'armée de l'air passa une commande de 27 appareils, mais faute d'argent, la commande fut ramenée à 21, puis 15, puis 12 avions, et en 1957, l'État annula tout simplement la commande. Mais les travaux sur les appareils étaient déjà bien avancés, et il fut décidé que l'armée de l'air recevrait les 4 premiers. 8 cellules déjà prêtes à être équipées furent ferraillées sur place. Le premier vol est effectué le 6 septembre 1958, et début mars 1959, le Maine reçut son premier Breguet 765 Sahara, le numéro 501, aujourd'hui à Évreux. Les Breguet de pont seront surtout attachés au transport logistique sur l'Algérie, et plus particulièrement au profit des centres d'expérimentation nucléaire du Sahara, à Regan et Inamgel. L'avion, en raison de sa capacité et de son rayon d'action avec réservoir supplémentaire, assura aussi de nombreux autres transports, notamment un voyage logistique pour les expéditions polaires avec Paul-Émile Victor au Groenland, et des voyages de l'école de l'air en Afrique, au Canada et aux USA. Le dernier vol d'un Breguet 765 eut lieu en 1969. Aujourd'hui, de l'aventure du Breguet de pont, il reste 3 appareils. Il reste, près de Paris, à Fontenay-Tressigny, un 763 d'Air France, et il reste 2 765 Sahara de l'armée de l'air. L'un est aux ailes anciennes Toulouse, et l'autre, celui qui est le plus en vue, celui qui est le mieux mis en valeur aujourd'hui, c'est celui de la base d'Évreux, de l'association Le Deux Ponts de l'Eure, présidée par le colonel Patrice Lemao. Et d'ailleurs, je dois dire que je suis très admiratif du travail que font ces 2 associations, et surtout, je dirais qu'au nom de la famille et au nom de tous ceux qui s'intéressent à l'histoire de Breguet, je remercie non seulement le président de cette association, mais également tous les bénévoles qui ont fait un travail fou ces dernières années et qui ont vraiment rendu l'intérieur de nouveau accueillant. Je pense en particulier au poste de pilotage. Et je trouve que ce travail est absolument extraordinaire et je sais qu'il va se poursuivre et c'est une grande satisfaction. Donc un immense merci et un hommage mérité à cette très très belle association, à tous ses bénévoles, à son président.